Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues. Derrière l'effervescence médiatique, force est de constater que l'accord de Paris souffre malheureusement d'un programme pour le moins hypothétique. Observons les accords passés. Le protocole de Kyoto, signé en 1997, et les autres grands raouts internationaux sur l'écologie n'ont pas permis, malheureusement, d'améliorer la situation. Bien au contraire, puisque les émissions de CO2 ont depuis augmenté de 50%. Pour que l'accord de Paris soit valide, il doit être ratifié par au moins 55 pays, représentant au moins 55% du volume total des émissions de gaz à effet de serre. Nul doute qu'il entrera en vigueur, d'autant qu'il n'expose pas à ses signataires à un mécanisme coercitif en cas de non-respect des engagements, à la différence de l'accord de Kyoto qui instituait un mécanisme de sanctions rebutant bon nombre de pays. L'accord de Paris a au moins l'intelligence de ne pas réitérer l'erreur de l'écologie punitive. Mais la portée de cet accord s'obscurcit, alors même que débute le processus de sa ratification par les États. Le Japon a abandonné son opposition à la construction de nouvelles centrales électriques au charbon. Aux États-Unis, les objectifs du second pollueur du monde sont en deçà de ceux de l'Europe. Par ailleurs, le rejet par la Cour suprême du plan de lutte contre le réchauffement climatique, visant à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, montre la fragilité de l'engagement américain sur le long terme. L'Europe, quant à elle, a promis de réduire de 40% ses émissions d'ici 2030. Cet effort, non réparti entre les États membres, crée un système injuste. La Pologne, qui dépend de ses ressources charbonnières, ne pourra pas répondre aux objectifs fixés. L'Allemagne entretient un double jeu en invoquant des objectifs plus qu'ambitieux, tout en ayant les centrales de charbon les plus polluantes du continent. L'Arabie saoudite, elle, n'a toujours pas signé un accord qui demande en substance de mettre fin aux énergies fossiles d'ici 2050. Pourtant, cet accord épargne les égos des pétromonarchies. Pas une seule fois, les mots « énergie fossile » sont mentionnés dans le texte final, ce qui n'empêche pas de faire du pétrole, charbon, gaz et autres énergies fossiles les premiers responsables du réchauffement climatique. Imaginez, 80% de ces énergies polluantes devraient rester sous terre pour ne pas aggraver le taux d'émission de gaz à effet de serre. L'accord fixe la limitation du réchauffement de la planète bien au-dessous de 2 degrés. Pour cela, les émissions mondiales devraient être réduites de 40 à 70% d'ici 2050. Cela implique également qu'à partir de la seconde moitié du siècle, les combustibles fossiles ne soient pas utilisés. Il faudrait donc revenir aux émissions de gaz à effet de serre des années 1980 pour atteindre l'objectif minimal de 40%. Autant dire qu'il s'agit malheureusement là d'une chimère. L'accord de Paris oublie que la transition énergétique passe aussi par la transition démographique. Or, aucune ligne de l'accord n'aborde cette thématique. Selon les estimations de l'ONU, la population mondiale s'élèvera à 9,7 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Plus de 70% des hommes vivront dans des zones urbaines. Les programmes d'énergie des pays riches ne sont qu'une goutte d'oxygène dans cette ère de plus en plus oxydée par une consommation galopante au niveau mondial. Alors il y a urgence à agir en Asie, qui comptera un demi-milliard d'habitants supplémentaires en 2100, mais surtout en Afrique, où la population passera à 4 milliards d'habitants. S'ajoutera alors une considérable proportion de gaz à effet de serre incompressible, c'est-à-dire des émissions de CO2 associées à une consommation minimale d'énergie journalière essentielle pour l'individu. C'est ainsi qu'en 2015, les émissions de gaz à effet de serre vitaux s'élevaient à 9,6 gigatonnes équivalent en CO2. En 2100, ils s'élèveraient à 14,6 gigatonnes équivalent CO2. Ce seront d'autant moins de réserves pour maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés d'ici la fin du siècle. L'accroissement de la population aggravera en parallèle la déforestation, alors que les forêts captant le carbone sont essentielles à l'équilibre atmosphérique. Pour seul exemple, le second poumon de la planète, situé au Congo, recule de 4 millions d'hectares par an sans qu'aucune grande politique ne soit menée pour y remédier. Soyons donc lucides et reconnaissons que les prévisions des populations sur ce siècle sont incompatibles avec les objectifs de réduction du réchauffement climatique. Le problème de la démographie est d'autant plus grave que les pays en développement souhaitent, et c'est bien légitime de leur part, parvenir au même niveau de développement que les pays riches que nous sommes. C'est pourquoi la question démographique doit devenir la pierre angulaire des aides allouées aux pays émergents. Ainsi, les 100 milliards prévus pour soutenir leur transition énergétique devraient être prioritairement affectés vers les programmes d'accès à l'éducation et à la santé. Adapter les aides sanitaires aux causes de mortalité contribuerait à la nécessaire transition démographique. De son côté, la France peut apporter sa pierre à l'édifice par la concentration de son aide sur le canal bilatéral et en faveur des pays prioritaires d'Afrique francophone pour plus d'efficacité
et moins de dilution. Face aux grandes messes internationales servant plus à la communication, le retour aux souverainetés est la solution véritable pour faire face aux défis énergétiques. À quoi sert-il de mobiliser le monde quand l'Union européenne nous interdit de donner la priorité aux produits nationaux, aux circuits courts, beaucoup moins énergivores et respectueux des rythmes de la nature, quand les choix économiques de l'Union européenne poussent à toujours plus de mondialisation, de libre-échange, de concurrence frontale et déloyale au détriment de la production locale? Comment vouloir être si ambitieux au niveau mondial alors que nous ne sommes même pas capables d'exiger à notre échelle que les produits qui pénètrent notre marché respectent les mêmes normes environnementales que nous exigeons de nos chefs d'entreprise et de nos agriculteurs? Voilà où devrait commencer une mondialisation tirée par le haut, plutôt que de se contenter d'une écologie médiatique et hors sol. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce texte. Merci. La parole